On a très vite senti que c'était un sujet où il y avait une omerta, où il fallait vraiment pas ouvrir sa gueule et qu'il y avait un gros risque à ouvrir sa gueule. Et ça, on ne doit pas le tolérer. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord peut-être avec tout ce qu'on dit, c'est pas normal qu'on ne puisse pas le dire. En fait, il faut vraiment comprendre que dans ce petit écosystème féministe-là, on était chacune de notre côté en train de devenir deux figures montantes du féminisme et qu'à partir du moment où on a commencé à prendre parole sur ce sujet, ça a été une chute brutale et sans retour pour toutes les deux. Moi, j'en suis à un stade où je peux plus vivre chez moi. Parce que certains m'écrivent des messages en me disant qu'ils vont m'exploser la tête sur le pavé et puis ils me disent qu'ils ont mon adresse et ils l'ont. Bonjour Marguerite Stern. Bonjour. Bonjour Dora Muto. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Marguerite Stern, vous êtes réalisatrice de podcasts, ancienne militante femelle. Dora Muto, vous êtes journaliste, auteure et créatrice de contenu. Vous avez coécrit le livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, publié aux éditions Magnus il y a quelques semaines. Un ouvrage qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui vous a d'ailleurs valu des plaintes, mais aussi des intimidations et des menaces. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé à vous intéresser au transgenrisme ? Alors moi je dirais que le transgenrisme a fait intrusion dans nos vies et qu'on n'a pas eu trop le choix et qu'on a dû s'y intéresser parce que le transgenrisme a agi sous forme de parasite dans nos milieux respectifs. C'est-à-dire que Marguerite et moi, on était dans des milieux féministes, mais on ne se connaissait pas. Moi, c'était à travers un compte qui s'appelle Tajoui sur la sexualité féminine et Marguerite, c'était à travers les collages contre les féminicides, ce mouvement qu'elle avait lancé. Et donc de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que sur un compte sur la sexualité féminine, on parle forcément d'organes féminins et de biologie. Et ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'avais lancé ce compte, j'avais 500 000 followers, j'avais des partenariats avec des marques, c'était un compte extrêmement visible dans cette sphère sexo-féministe sur Internet. Et puis il y a des militants transgenristes, des activistes transgenres qui sont venus m'expliquer qu'on ne pouvait pas dire que toutes les femmes avaient un clitoris et que c'était très transphobe de dire ça et qu'il fallait dire que les femmes cis ont un clitoris. Je ne savais pas ce que ça voulait dire cis à l'époque, je ne connaissais pas du tout cette novlangue transgenriste. Donc cis, c'est... les gens qui ne sont pas trans, quoi, en fait. D'accord. En gros. Voilà. Et donc, les femmes cis ont un clitoris et que les femmes trans n'en ont pas ou ont un pénis de femme. Et on m'a expliqué qu'il fallait que j'inclue les pénis de femmes dans mon compte Instagram, chose que j'ai trouvé un peu hilarant au départ. J'ai un peu envoyé chier gentiment, quoi, parce que voilà. Et puis on s'est mis à faire des campagnes contre moi en me traitant de transphobe, etc. Et donc, par conséquent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Mais de quoi on parle ici ? Et alors j'ai commencé à googler cis, TERF, parce qu'on a commencé à me traiter de TERF, donc Trans Exclusionary Radical Feminist. J'avais jamais entendu ce terme de ma vie. Et donc peu à peu, pour ma part, je suis rentrée comme ça là-dedans. J'ai découvert ce qu'était cette idéologie. Et puis cette idéologie a ruiné mon compte Instagram, a ruiné la relation avec les marques avec qui je travaillais. Je n'ai plus pu travailler parce que les marques se sont pris tous ces militants transactivistes, à chaque fois que j'avais un partenariat avec une marque, ils venaient et puis ils pourrissaient le hall de la marque, ils pourrissaient tous les réseaux de la marque, à tel point que les marques devaient arrêter de travailler avec moi. Et ils faisaient pression sur les marques pour qu'elles rompent votre contrat ? Oui, qu'elles rompent le contrat, ou quand il y a des marques qui n'ont pas rompu, ils n'ont pas renouvelé, parce qu'en fait c'est comme si je viens avec une nuée de moustiques, vous voyez, j'arrive, il y a une nuée de moustiques qui déboule. On peut pas s'en détacher, ils sont extrêmement collants. Voilà, ils ont des techniques parasitaires et donc c'est arrivé
Il arrivait à peu près la même chose à Marguerite, dans ce mouvement avec les collages contre les féminicides, certains personnages transgenristes ou des féministes qui ont adhéré au transféminisme, comme on dit, ont utilisé son esthétique qu'elle a inventée pour coller des slogans les femmes trans sont des femmes, ou justement des slogans avec cette novlangue, des sisters, pas des sisterf. Faut suivre, donc des sisters, des sœurs, pas des sisterf, donc C-I-S, donc les personnes pas trans, et TERF, Trans-Exclusionary Radical Féministe. Enfin, c'est leur novlangue, donc ils ont commencé à parasiter son mouvement. En fait, ce qui vous reprochait finalement, ces militants transgenres, c'est de ne pas les inclure dans vos combats féministes. Exactement, c'est ce qui nous a été reproché dès le début. Et en fait, donc Dora a réagi à sa façon un peu... au début, elle ne comprenait pas ce qui se passait, quoi. Elle rigolait, quoi. Et moi, en fait, quand on a commencé à me reprocher ça, je m'étais déjà intéressée un peu au sujet, je savais de quoi on parlait, ça a commencé à me taper un peu sur le système. Que justement en fait les femmes trans qui sont donc des hommes, puisque le prérequis pour une femme trans c'est bien précisément d'être un homme, ça a commencé à vraiment m'irriter que ces personnes-là deviennent l'objet central du féminisme en fait. Et alors moi je veux bien inclure tout le monde, il n'y a pas de problème, parce qu'on nous reproche tout le temps d'être excluante. Mais en fait, moi je pense quand même que les mots ont un sens, que le mot femme doit avoir un sens, que le mot féminisme doit avoir un sens et que dans le féminisme, on parle des femmes en fait. Donc voilà, il n'est pas question d'inclure qui que ce soit, il est plutôt question de remettre les femmes au centre du féminisme. Et voilà. Et en fait, avec Dora, on s'est rencontrés un peu comme ça, voilà, chacune de notre côté. En fait, il faut vraiment comprendre que dans ce petit écosystème féministe-là, on était chacune de notre côté en train de devenir deux figures montantes du féminisme. Et qu'à partir du moment où on a commencé à prendre parole sur ce sujet, ça a été une chute brutale et sans retour pour toutes les deux. Et donc en fait, au fur et à mesure des années, quand vous êtes dans cette situation-là où en effet, il y a un harcèlement mais monumental qui se met en place contre vous, vous devenez un mouton noir, voilà. Vous voyez qu'il y en a une autre, en fait, elle est exactement dans la même situation. En fait, forcément, on vous mettait à échanger, et voilà. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né ce livre. En fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, peut-être que parfois, on est un peu mal comprise. C'est peut-être le format des réseaux sociaux qui fait ça. Forcément, c'est difficile d'exprimer une pensée complexe à travers uniquement des stories ou des tweets. Alors, bon... On va faire un livre, comme ça peut-être qu'on nous comprendra un peu mieux, que notre message qui nous semble quand même pas très compliqué à comprendre, peut-être que ça passera un peu mieux. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis aussi en recherche d'une maison d'édition qui accepterait aussi de publier un livre sans censure. Vous avez eu du mal à en trouver une d'ailleurs ? On a eu d'autres propositions que chez notre maison d'édition Magnus. Mais disons qu'on a choisi Magnus parce qu'on était sûr que justement il n'y aurait pas de censure et que notre éditrice Laura Magnier nous paraissait être une femme qui avait les épaules pour porter le sujet, parce qu'il faut avoir les épaules, c'est-à-dire que là on se prend des plaintes, il y a des censures, voilà. Donc, D'ailleurs, il y a eu quasiment dès la parution, vous avez une campagne d'affichage publicitaire à Paris sur les panneaux JC-Decaux qui a été retirée très très vite sous la pression de transactivistes, je crois. 24 heures. Elle a tenu 24 heures. Et puis, c'est un homme de la sphère drag queen. Pourtant, il n'est même pas trans, voyez-vous. Mais il y a des connexions là-dedans. Je veux dire, la scène drag queen défend tout à fait le monde trans, bien que ces hommes-là ne se disent pas forcément femmes, ou femmes que en soirée, ou quand ils font aussi des shows devant les petits-enfants aussi. Donc, il y a un de ces hommes qui a prévenu la mairie de Paris, qui a prévenu directement Anne Hidalgo, donc il l'a taguée dans une story en disant « Regardez, il y a ces affiches, c'est transphobe, etc. » Et Anne Hidalgo, qui doit être taguée 8000 fois par jour, j'imagine bien, a répondu à cette personne-là en disant « Mais où sont ces affiches ?»
Et donc le lendemain, il y a ses adjoints qui ont retweeté par-dessus le marché en disant qu'il fallait faire descendre ces affiches. Et puis 24 heures après, ils ont foutu la pression à JC Decaux. Et effectivement, JC Decaux a cédé et puis a fait retirer ces affiches. Mais on les remercie grandement, vu que grâce à ça, on a eu une couverture médiatique inespérée. Donc merci à la connerie de la mairie de Paris. Oui, en fait, ça a eu l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que ça a promu votre livre. Oui, ça a hyper promu notre livre. Et puis on trouve ça ironique parce que ils nous ont... En fait, on parle de Transmania et ils ont fait une Transmania eux-mêmes en l'espace de 24 heures, en fait. Et qu'est-ce que vous appelez la Transmania, justement ? La Transmania, c'est justement cette hystérie totale autour de ce sujet. On ne peut pas parler de ce sujet de façon posée, calme, réfléchie, avec des arguments, non. C'est directement électrique. On ne peut rien dire sur ce sujet. Il faut dire les femmes trans sont des femmes, point à la ligne. Si on dit oui, mais excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. C'est directement genre transphobe, facho, nazi. C'est ça la transmania. C'est le fait que, en fait, il y a une sorte d'omerta autour de ce sujet. La liberté d'expression sur ce sujet n'existe pas, ou bien il faut vraiment, comme nous, aller la pousser et ça a des risques certains. Et puis c'est aussi le fait que cette idéologie s'implante à plein de niveaux différents dans la société. Donc ça va s'implanter au niveau médical, ça va s'implanter dans les lois, ça va s'implanter dans les écoles, ça va s'implanter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a plein de layers, comme on dirait en anglais. Et la transmania, c'est ça. Et en quoi on peut parler d'idéologie pour vous, justement, puisque vous employez ce terme, d'idéologie transgenre ? Parce que, en fait, cette idéologie, ce qu'elle raconte, c'est que, théoriquement, on pourrait être né dans le mauvais corps. Jusqu'à preuve du contraire, scientifiquement, apparemment, on ne peut pas être né dans le mauvais corps, sauf si on amenait ce sujet à un niveau métaphysique et spirituel. Moi, j'attends que les transgenristes nous amènent à ce niveau-là, mais ils ne le font pas. Donc, dire qu'on est né dans le mauvais corps, déjà, pour moi, c'est un dialogue, c'est une façon de penser qui peut ressembler à une façon religieuse de penser ou une façon sectaire. Je veux dire, une secte pourrait raconter aussi quelque chose de cet acabit. Et puis, il y a aussi toute une novlangue qui vient autour de ce sujet, avec un certain nombre de termes, comme aussi le terme assigné à la naissance. Lorsque le sexe est observé à la naissance, qu'est-ce qui est assigné à la naissance ? Je veux dire, en fait, en réalité, cette façon de penser, pourquoi pas ? Mais on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Et là où on voit que c'est une idéologie, c'est quand cette façon de penser rentre au niveau des institutions, au niveau des gouvernements, et que quand on dit non, en fait, ça c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe, eh bien on subit la censure qu'on subit. Oui, parce que vous parlez dans votre livre, en fait, d'un monde où tout est flou, tout est relatif et finalement où prime une forme de dictature du ressenti et où le simple sentiment suffit à se déclarer transgenre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect médical en fait dans le fait d'être transgenre ou pas. Alors oui et non, en fait, c'est un peu le paradoxe du truc, c'est-à-dire que ces gens-là, à la fois nous disent donc être une femme est un ressenti, est femme toute personne qui se sent femme, donc définition complètement circulaire et ça n'est pas une définition d'ailleurs, mais en même temps, ces personnes-là réclament des transformations physiques sur leur corps, avec une certaine forme de médicalisation. Certains prennent des hormones, font des opérations dites de réassignation sexuelle, d'autres non. Et donc j'ai oublié la question. Oui, c'était le fait que c'est une dictature du ressenti. Et donc voilà, on nage dans cette dictature du ressenti, mais en même temps, il y a ce paradoxe-là avec le fait que ces gens-là demandent quand même des transformations physiques. Voilà. Et ce qui est embêtant avec le ressenti, c'est que justement, c'est quelque chose d'individuel et que en fait, justement, précisément, c'est presque comme la foi. En fait, c'est personnel et vous ne pouvez pas imposer en fait votre ressenti, votre sentiment, votre
propre définition intime de ce que c'est que d'être une femme ou un homme au reste de la société. En fait, on ne peut pas faire société comme ça. En fait, ça vient briser un espèce de socle commun qui nous semble quand même très très important, qui est le socle commun de la sexuation. C'est quand même comme ça qu'on reproduit l'espèce humaine. Enfin, c'est une base, une racine, voilà. Et à partir du moment où vous touchez à ça, en fait, vous déstructurez complètement la société. Donc, et puis, en fait, qu'est-ce que ça fait aussi à un enfant? Parce qu'on voit que cette idéologie, elle est maintenant dans les écoles, que les enfants, en fait, sont très très contaminés par cette idéologie-là via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait à un enfant aussi de se construire dans un monde mental où justement il pense que tout est flou, tout est relatif, tout est mouvant, où il n'y a plus de repères, où il n'y a plus de structure? En fait, on s'inquiète pour les cerveaux de ces jeunes personnes. Oui, vous parlez d'ailleurs notamment dans le livre de la circulaire Blanquer qui a été publiée en septembre 2021 et qui concerne justement la transidentité des mineurs. Oui, c'est un exemple d'entrisme de l'idéologie transgenre dans les écoles. Donc la circulaire Blanquer, elle voudrait par exemple instaurer des toilettes et des vestiaires neutres, ou bien le fait que, si un petit garçon se ressent fille, qu'il puisse aller se changer avec les filles dans les vestiaires des filles. La circulaire Blanquer, elle prévoit aussi que les élèves puissent changer la façon dont les professeurs vont les genrer, donc c'est-à-dire au masculin ou au féminin, ou bien changer de prénom carrément. On a aussi un entrisme de l'idéologie transgenre à travers des manuels scolaires qui vont utiliser des termes pas du tout scientifiques, pas du tout médicaux, et parler d'identité de genre ou de sexe assigné à la naissance. Donc en effet, ce qui se passe dans les écoles est vraiment à prendre en compte. Et l'Angleterre a reculé là-dessus. Il y a quelques jours, l'Angleterre a annoncé que toutes ces notions d'identité de genre étaient non scientifiquement validées et que ça n'avait rien à faire à l'école. Et vous soulignez aussi dans votre livre que la dysphorie de genre était autrefois un diagnostic qui était très rare. Et vous évoquez un possible phénomène aussi de contagion sociale, donc notamment auprès des mineurs, pour expliquer la hausse des diagnostics de dysphorie de genre qu'on observe ces dernières années dans plusieurs pays, quand la communauté transgenre, pour sa part, elle, fait valoir une libération de la parole. Oui, alors ce qu'il faut comprendre déjà premièrement, donc, c'est que la dysphorie de genre, c'est donc ce sentiment d'être né dans le mauvais corps. Voilà. À l'origine, il y a 10, 20, 30 ans, en fait, c'était principalement une population masculine qui souffrait de ça. Parfois, ces hommes-là transitionnaient vers 40, 50, 60 ans. Ils ressentaient souvent ce trouble quand même dès la petite enfance. Et c'était des personnes qui se disaient transsexuelles et qui voulaient aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire aller jusqu'à l'opération dite de réassignation sexuelle qui consiste en l'ablation des parties génitales pour recréer un simulacre des parties génitales du sexe opposé. Aujourd'hui, la population trans, elle a vraiment évolué. C'est-à-dire que déjà, elle est de plus en plus jeune et en plus de ça, il y a surtout une plus grande proportion de filles aujourd'hui en fait. Ça s'est complètement inversé dans les courbes. Et donc, nous, on pense que la dysphorie de genre, elle peut avoir une origine, pourquoi pas, biologique, mais on manque d'études en fait sur ce sujet-là. Alors il y a quelques études qu'on cite dans notre livre qui parlent du fait qu'il y a certains marqueurs génétiques ou hormonaux qu'on va plus retrouver chez des hommes qui ont donc ce trouble, chez des hommes qui ne souffrent pas de ce trouble-là. Mais on manque quand même vraiment beaucoup d'études sur ce sujet, sur la question des marqueurs biologiques. On évoque aussi dans notre livre des pistes comme celle des perturbateurs endocriniens, Mais ce qu'on voit de plus en plus, donc, c'est cette dysphorie de genre d'apparition rapide qui est calquée sur un phénomène de contagion sociale, tout simplement. Et donc, c'est la docteure Lisa Littman, en fait, qui a beaucoup étudié ce phénomène-là. On voit que ça touche beaucoup les adolescentes, en fait. Certaines adolescentes se déclarent trans ou se mettent à ressentir des symptômes liés à la dysphorie de genre, parfois en 1, 2, 3 semaines, comme ça. Voilà. Et il y a des clusters dans les classes, en fait, où vous voyez certaines classes de 20 élèves où vous avez 5-6 filles qui se déclarent trans. Et donc, dans notre livre, on donne le témoignage d'une femme qui s'appelle Tania et qui raconte que ça a été le cas de sa fille Fiona, qui est scolarisée en Suisse. Et Tania dit « il n'y a rien d'organique là-dedans ».
quand vous avez un cluster comme ça de filles. Et donc en fait, c'est des filles qui voient cette mode en fait sur les réseaux sociaux, qui parfois sont dans un rejet de leur féminité parce qu'elles ont subi des violences sexuelles, et on peut les comprendre, effectivement, elles ont été heurtées à travers leur corps de femelle, et donc elles rejettent leur femellité en pensant qu'en fait elles vont échapper au pire de cette façon-là. Il y a aussi des jeunes femmes qui sont autistes, qui en fait souffrent d'un décalage entre leur maturité corporelle et leur maturité émotionnelle, à qui on présente la solution trans comme la super solution qui va régler tous leurs problèmes. Et donc vous avez ce phénomène de contagion sociale qui se met en place. Vous dites aussi qu'il y a un nombre conséquent de sources, donc j'imagine de sources scientifiques, qui indiquent que les personnes trans présentent souvent aussi des comorbidités psychiatriques. Oui, on cite d'ailleurs dans notre livre un nombre conséquent de sources à ce sujet-là. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, par exemple, qui est le seul hôpital dont on dispose... À la Pitié-Salpêtrière, il y a une unité hospitalière pour soigner les moins de 20 ans qui se déclarent trans, et donc c'est la seule unité hospitalière dont on dispose de statistiques en France, et donc il y a un nombre de comorbidités psychiatriques extrêmement élevé, de l'ordre de 60-70%, quelque chose comme ça. Dans la clinique du genre Tavistock en Angleterre, c'était pareil. À l'hôpital Karolinska, pareil, on retrouve à peu près toujours ce statistique d'environ 70% de comorbidité psychiatrique. Et ça, c'est un grand tabou en fait pour les personnes trans. Parce que nous, quand on leur dit ça, ils nous disent « mais vous êtes psychophobe ». Voilà. Non, nous, on ne stigmatise pas les personnes qui souffrent de santé mentale. On pense simplement que c'est un paramètre à prendre en compte, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent très très souvent. Troubles de la personnalité, borderline, autisme, schizophrénie, anxiété, voilà. Et donc en fait, dans certains pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, qui font un retour en arrière aujourd'hui, dans ces pays-là, les médecins disent « mais attention, il faut prendre en compte les comorbidités psychiatriques puisque parfois elles peuvent être à l'origine en fait de la dysphorie de genre ». Vous citez d'ailleurs une enquête IFOP menée pour Marianne, dans laquelle 22% des 18-30 ans, donc là en France, finalement affirmaient qu'ils ne se reconnaissaient ni parmi les hommes ni parmi les femmes. Donc, c'est ce qui montre que en fait, cette idéologie, elle touche quand même beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que même si ces jeunes, au final, ils vont pas transitionner, ils vont pas aller jusqu'au bout du parcours, idéologiquement, ils sont déjà dans ce flou. Ils sont dans ce flou à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, Instagram, etc. Et puis même à travers, dans des études plus poussées, les universités en sociologie sont parasitées par l'idéologie transgenre, la même chose pour les écoles d'art. Même aujourd'hui, nous on a fait une conférence à Assas, ça a été très compliqué, et même ça a été compliqué au sein de l'université. Pourtant université très à droite normalement. Donc cette idéologie elle avance, et il y a beaucoup de jeunes. Alors est-ce que vraiment ils y croient, ou est-ce que finalement c'est pas un peu cool de dire ça ? Moi il y a une vidéo qui m'a vachement marquée sur internet, c'est un Américain qui va interviewer dans la rue deux jeunes filles, disons qu'elles ont entre 15 et 17 ans. Et puis l'intervieweur dit à la jeune fille « Alors pour toi, est-ce qu'il y a deux genres ou il y en a plus de deux ?» Et la petite, elle commence à dire « Non, mais il n'y en a que deux, etc. » Et là, sa copine lui dit « Don't say that !» Enfin, vraiment, elle lui fait comprendre qu'elle est en danger parce qu'elle dit qu'il n'y a que deux genres ou deux sexes. Et elle va se foutre dans la merde de dire ça publiquement. Et donc sa pote vraiment met le haut là en essayant de lui expliquer que publiquement c'est pas bien pour elle de dire ça, que ce qui va se passer ensuite ça va pas être cool pour elle. Et donc en réalité c'est ce qui se passe véritablement, et nous on le voit, on reçoit tout le temps des messages de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont soit lycéens, soit dans le monde universitaire, qui nous disent que ils peuvent pas dire qu'il y a deux sexes, et que ils pensent pas qu'un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme. Il vaut mieux pas le dire, il vaut mieux se taire. Et donc on se retrouve comme ça dans une société où la jeunesse a intégré qu'il y a des choses à ne pas dire, et donc il y a une autocensure qui se met en route. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que
si on ne peut plus discuter de ces choses-là sans être cancel, sans ne plus avoir d'amis, sans tout ça, ben, ça crée toute une génération de jeunes qui déjà sont incapables de débat, voilà, et ça crée une sorte d'univers fasciste comme ça, fascisant, autoritariste, enfin voilà, où on se sent étouffé. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une forme de dérive un peu totalitaire chez certains transactivistes? Oui, très largement, oui. Parce que quand on voit leur comportement, nous, on en est au stade où voilà, notre livre est brûlé. Alors, voilà, ils mettent des vidéos sur Internet où ils brûlent Transmania. Ça fait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça rappelle des époques un peu sombres, quoi, quand même. Et c'est assez amusant. Enfin, amusant. Je sais pas si c'est amusant ou pas, mais ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... justement, la première clinique du genre a été à la base ouverte en Allemagne. Et c'était un monsieur, un Allemand, qui avait lancé cette clinique où il y a eu les premières vaginoplasties. Et justement, quand les nazis sont arrivés, ils ont brûlé toute sa bibliothèque. C'est ça qu'ils ont fait. C'est effectivement tous les livres sur le genre, qui parlaient des travestis, du début du transsexualisme, etc. Les nazis sont arrivés et puis ils ont mis toute la bibliothèque au feu. Et ce monsieur, qui s'appelait Magnus Hirschfeld, a dû justement déménager en France, à Nice, pour ne pas se faire tuer par les nazis. Mais en fait, là, eux, ils font la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'ils prennent Transmania, ils le brûlent. Donc, c'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. Enfin... Et est-ce que vous avez déjà été la cible de violences physiques, d'ailleurs, à cause de votre activisme? Est-ce que vous avez peur, parfois, d'être prise pour cible? Alors, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé avec Dora, mais elle a quand même eu les freins de son vélo coupés et la serrure de sa porte saccagée. Moi, j'ai été frappée en manifestation féministe il y a quelques années. On m'a lancé des œufs au visage parce que je tenais ces positions. On a déjà été agressé verbalement dans la rue, traité de transphobe, insulté. On s'est retrouvés face à une femme qui nous disait « je vais te frapper », enfin voilà. Quand on s'est retrouvés toutes les deux devant Assas, université où on devait aller donner une conférence, on s'est retrouvés en fait sous protection policière avec 15 quarts de CRS parce qu'il y avait plusieurs dizaines de manifestants qui scandaient des appels au meurtre à notre rencontre, des gens qui disaient une TERF, une balle, justice sociale. On a d'ailleurs dû porter plainte. Donc les menaces physiques, elles sont pas loin. Il y a aussi des gens qui appellent régulièrement, concrètement, au meurtre des TERF. Les TERF en France, on sait très bien qui c'est. Il y a des slogans parfois scandés en manifestation. Encore une fois, là, on a porté plainte. Il y a eu un slogan, c'était Dora Muto au fond du Rhin. Et puis les fachos au feu, sterne au milieu. Donc on appelle à nous brûler, à nous noyer. Bon. Voilà, et ça va loin. C'est-à-dire qu'il y a une collaboratrice parlementaire LFI qui publie sur son Twitter brûler les TERF. Voilà. C'est-à-dire que des personnages politiques ou qui travaillent pour le monde politique se permettent d'aller jusqu'à là, quoi. Donc, en fait, c'est en train de rentrer dans la culture un peu, l'air de rien. C'est la nouvelle chasse aux sorcières, quoi. Il fallait bien des sorcières, donc nous voilà, quoi. Ça, vous en parlez aussi dans votre livre, qu'il y a effectivement certains médias ou certains politiques qui finalement participent à ce que vous appelez des chasses aux sorcières, c'est-à-dire quand les transactivistes lancent des campagnes contre leurs détracteurs. Oui, en fait, ça s'institutionnalise, quoi. Et ils vont même parfois, ces politiques, jusqu'à nous traiter de transphobes, jusqu'au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls, en fait, à subir ça. Alors, en France, c'est surtout nous deux, mais partout dans le monde, en fait, il y a des femmes, surtout dans le monde anglo-saxon, des femmes qui s'expriment sur ce sujet-là et qui subissent exactement la même chose que nous, voire pire. On connaît évidemment J.K. Rowling, mais il y a aussi beaucoup de femmes qu'on suit depuis des années qui nous ont inspirées, grâce à qui aussi on s'est un peu senti moins seul. Je pense par exemple à Posy Parker, qui est une femme qui organise ces événements publics, Let Women Speak, pour donner la parole à des femmes critiques du genre dans l'espace public. Ce qu'elle a subi à Auckland, en Nouvelle-Zélande, est juste effroyable. Les images sont glaçantes. Elle a dû être exfiltrée par la police. Si la police n'avait pas été là,
elle serait peut-être morte concrètement parce qu'il y avait des centaines de manifestants qui essayaient d'attenter à son intégrité physique. Je pense à la championne de natation Riley Gaines, pareil, qui s'est insurgée du fait qu'elle avait donc perdu une compétition de natation face à un homme, Lia Thomas, qui faisait 3 têtes de plus qu'elle. Pareil, elle a dû être exfiltrée dans une université, elle allait donner une conférence. Enfin, il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont menacées physiquement, qui sont harcelées, qui perdent leurs emplois à cause de cette idéologie. Je pense à Sacha White, je pense à, comment est-ce qu'elle s'appelle, Maya Forstater. Voilà. Et c'est ça, vous dites que en fait, les agressions physiques des personnes qui s'opposent à l'idéologie transgenre, elles sont finalement présentes dans le monde anglo-saxon. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vraiment importé en France. Pour le moment, c'est vraiment des agressions, là, ce que vous dites, des agressions physiques ou des gens qui s'en prennent là. On est au stade de menaces, d'intimidation. En réalité, quand ils hurlent une TERF, une balle, justice sociale, devant Assas, il y avait des centaines de flics pour nous protéger. Donc c'est dur à dire ce qui se passerait sans ça. Enfin, la police nous a quand même informé qu'il y avait quelqu'un avec une voiture remplie d'armes blanches. Là, pendant cette conférence à Assas, oui, qui tournait dans le quartier. Voilà. Batte de baseball et armes blanches. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas très rassuré. Moi, j'en suis à un stade où je ne peux plus vivre chez moi. Parce que certains m'écrivent des messages en me disant qu'ils vont m'exploser la tête sur le pavé. Et puis, ils me disent qu'ils ont mon adresse et ils l'ont. Parce que nos adresses ont fuité. Donc, disons qu'on n'est pas très rassuré pour notre sécurité physique dans l'espace public. Pour ma part, je ne sais pas pour Marguerite, mais il y a des gens qui me regardent de façon extrêmement insistante et pas du tout bienveillante. Donc voilà, il y a certains quartiers, je ne me sens pas à l'aise dans le Marais, par exemple, pour tout vous dire. Le week-end, je ne me dis pas, allez, je vais prendre une glace rue des Rosiers. Ça ne me vient plus trop à l'esprit aujourd'hui. Vous ne regrettez pas d'ailleurs justement les conséquences finalement de votre activisme parce que vous dites dans le livre qu'il y a eu un avant et un après. Moi personnellement, je pense que... Enfin, je ne peux même pas me poser cette question parce que je pense que je n'aurais pas pu faire autrement. C'est-à-dire que parfois, j'essaye de me mettre à leur place et de me dire « Bon, allez, je reste dans ma posture de féministe, là. Comme Dora, en fait, j'aurais pu faire carrière, voilà. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais dû défendre cette idéologie ?» Et donc, je me fais le truc dans ma tête, je me dis « Donc voilà, je vais défendre le fait qu'on peut être une femme et avoir un pénis. » Et en fait, ça ne tient pas 10 secondes dans ma tête, j'y arrive pas. J'aurais pas pu, enfin, c'est erreur système, logique, enfin, j'aurais pas pu faire autrement, en fait. Et il y a ce truc de logique qui pour moi marche pas, et puis il y a aussi cette colère en fait. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui cette colère elle s'est un peu apaisée, voilà, on a théorisé le truc, voilà. Mais moi au début en fait j'ai une espèce de colère primaire de me dire en fait quoi, enfin moi ça fait 10 ans que je suis militante féministe et là on vient me dire que Robert qui porte une jupe en fait. Genre, c'est ça être une femme. Moi, je me suis sentie moquée, en fait. Je me suis sentie humiliée. Quand je vois en tête de la manifestation Nous Toutes, qui est donc censée être une manifestation féministe, une femme tenir une pancarte « Sex work is work » et 2 osos, là, travestis grossièrement, et on dit que c'est ça être une femme, il y a ça en tête de manifestation féministe. Enfin, moi, j'ai une espèce de colère primaire, en fait, en me disant, en fait, non. Voilà. Et il y a des moments dans l'histoire où, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui disent non, et quelque part, c'est vrai qu'on a pris cher personnellement, mais on a joué ce rôle de lanceuse d'alerte et en fait, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Pour ma part, de mon côté, je pense pas que j'aurais pu faire autrement non plus, mais peut-être pour des raisons un peu différentes de Marguerite. Moi, le sujet m'a passionnée. Genre, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant, et d'un point de vue journalistique, le truc était sans fin. Parce que, d'abord, tu te dis, mais alors, attends... comment c'est arrivé dans les lois, ce truc? Donc, tu cherches comment c'est arrivé dans les lois. Après, tu te dis, mais c'est pas possible, quelqu'un finance cette histoire, ça ne peut pas aller si vite. Un truc aussi absurde où il suffit de regarder dans sa culotte ce qui se passe, qui rentre partout. L'ONU, maintenant, te dit qu'un monsieur peut être une lesbienne. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tu te dis, bah attends, et le financement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, tu réfléchis, et puis tu commences à lire les transgenristes, et tu te rends compte qu'il y a un lien avec le transhumanisme. Et puis, je veux dire, c'est comme Alice au Pays des Merveilles. Tu rentres dans le terrier, puis tu creuses. Et du coup,
très honnêtement, il y a des moments, je me suis dit, bon, ouais, peut-être qu'il ne faut pas écrire un livre, peut-être que j'en ai déjà dit assez, etc. Mais juste d'un point de vue intellectuel, et puis en tant que journaliste qui pourrait enquêter sur ça, mais sur d'autres sujets, moi j'ai trouvé que c'était un sujet tout à fait génial. Donc voilà. Alors, on reparlera de l'aspect des financements, puisque vous consacrez plusieurs pages à ce sujet. Je voudrais revenir aussi avec vous sur les conséquences médicales qui sont liées aux transitions de genre. Vous parlez notamment des traitements hormonaux qui sont utilisés dans ces transitions. Quels sont les effets et les risques de ces traitements hormonaux et est-ce qu'ils sont réversibles aussi une fois qu'on commence à ces thérapies? Alors, donc, il faut comprendre que le processus de transition médicale, en fait, se fait en 4 étapes. C'est ce qu'on appelle le Dutch Protocol. Ça a été édicté dans les années 90 dans une clinique du genre néerlandaise et c'est un protocole de soins édicté à l'échelle internationale par une organisation qui s'appelle la WPATH. Et donc, la France suit ces recommandations-là. Première étape, transition sociale. Donc, vous vous présentez au monde différemment. Bon, voilà. Ensuite, deuxième étape pour les enfants, bloqueurs de puberté. Donc on donne des médicaments qui sont le Lupron et la triptoréline qui vont simplement arrêter la production d'hormones sexuelles. C'est des médicaments qui sont réservés à la base aux enfants qui souffrent d'une puberté précoce, qui ont une puberté avant l'âge de 8 ans. Et ça a été testé cliniquement pour donner ça à des petits-enfants que sur une durée de 2 ans, grand maximum. Dans le cadre d'une transition de genre, on donne ça aux enfants pendant 6 ans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à l'âge adulte, quand ils auront 18 ans, en fait, ils vont ressembler à des eunuques, puisque forcément la puberté ne se sera pas faite. Donc infertilité, anorgasmie évidemment. Ça bloque aussi la maturation du cerveau. Ça vient empêcher gravement le développement du squelette. Vous avez des petits qui se retrouvent avec de l'ostéoporose à l'âge de 15 ans. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des hormones croisées, donc testostérone. Alors, juste peut-être, je reste un instant, mais sur ces bloqueurs de puberté, à partir de quel âge ils peuvent être prescrits en France? Alors, c'est au stade 2 de l'échelle de Tanner. En fait, il n'y a pas d'âge légal. C'est, le stade 2 de l'échelle de Tanner, c'est entre 9 et 13 ans. Voilà. Voilà, donc ça c'est légal en France, en tous les cas c'est pratiqué en France. Il faut l'accord des parents bien sûr. Il faut l'accord des parents. Après il y a un espèce de flou parce que c'est prescrit hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché, ce qui signifie que ces médicaments-là n'ont pas été testés cliniquement en fait pour être administrés dans le cadre d'une transition de genre et sur une durée de 6 ans. Donc en fait on n'a pas d'études à long terme pour savoir vraiment ce que ça a donné dans 10, 20, 30 ans en fait, ce que ça fera sur ces personnes-là. Donc, et excusez-moi, est-ce qu'on a une idée du nombre d'enfants en France qui se voient prescrire ces bloqueurs de puberté chaque année? Alors non, parce que les chiffres ne sont pas publics. Donc les seuls chiffres qu'on a, c'est ceux de la Pitié-Salpêtrière, qui entre 2012 et 2022 a accueilli un peu plus de 200 enfants et a administré des bloqueurs de puberté à 11% de ces enfants-là. Il y a plus d'une dizaine d'unités hospitalières de ce genre-là en France. Et puis il y a aussi les praticiens qui font ça dans le privé. Donc à partir des chiffres de la Pitié-Salpêtrière, je ne sais pas, on pourrait peut-être faire des projections, mais je pense qu'en tous les cas, c'est plusieurs centaines d'enfants en France actuellement. Voilà, et d'ailleurs il y a un projet de loi du groupe Les Républicains qui va bientôt être étudié au Sénat pour faire interdire cette pratique-là. Pratique qui a déjà été interdite dans les pays d'Europe du Nord ou au Royaume-Uni et qui est aujourd'hui qualifiée par l'hôpital Karolinska de Suède de traitement expérimental. Et la Suède, c'est pas n'importe quel pays, c'est le premier pays qui a fait transitionner les gens en masse et qui a donc un certain recul en fait sur les effets de ces transitions-là. D'ailleurs, je crois que vous interviewez aussi dans le livre le docteur Patrick Pelloux sur ce sujet-là, et lui, il parle d'un potentiel scandale sanitaire, puisqu'effectivement, il dit qu'on n'a pas d'études pour les effets secondaires à long terme potentiels. Exactement, ce sont ces mots. Et il y a plein d'autres soignants qui ont posé le mot de scandale sanitaire. Enfin, les soignants de l'équipe de la clinique du genre Tavistock qui ont témoigné anonymement sur la BBC ont parlé aussi, ils ont dit « craint être aux premières loges d'un scandale sanitaire ». Donc oui, on parle bien de quelque chose de grave. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va administrer des hormones croisées, c'est-à-dire testostérone pour les filles,
œstrogènes pour les garçons à partir de 17-18 ans. Donc ça, pareil, en fait, c'est utilisé hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la testostérone, en fait, ça a été étudié cliniquement que quand c'est administré à des sujets masculins. Et on vient administrer ça à des sujets féminins. Et pourquoi c'est très grave ? Parce qu'en fait, les corps des femmes et les corps des hommes ne sont pas les mêmes. Il y a une différence génétique de l'ordre de 0,1% entre deux individus de même sexe. Et or, la différence entre deux individus de sexe opposé, elle est de 1,5%. Donc, voilà, les corps des femmes et les corps des hommes ne sont pas les mêmes. Donc, nécessairement, les effets d'un médicament, et surtout quand c'est des hormones sexuelles, vont pas du tout être les mêmes en fait sur un sujet du sexe opposé. Et donc, la testostérone, par exemple, ce que ça a donné sur les corps des femmes, c'est des choses dramatiques. Certains effets sont irréversibles, peut-être. D'autres ne le sont pas. Par exemple, quand vous développez une pilosité sur le visage ou partout sur le corps, en fait, ça c'est irréversible. Il va vous falloir de la chirurgie, de l'épilation au laser là, pour enlever ça. Vous avez une hypertrophie du clitoris avec le clitoris qui peut doubler, tripler, quadrupler sous l'effet de la testostérone. C'est également irréversible. Vous avez un risque de cancer accru qui fait que quand vous prenez de la testostérone plus de 5 ans, en fait, les médecins vous disent que là, il va falloir procéder à l'ablation de l'utérus, des ovaires, des seins, parce qu'en fait, vraiment, le risque de cancer devient trop élevé. Enfin voilà, il y a énormément d'effets, particulièrement la testostérone sur les corps des femmes est dramatique. On donne dans notre livre l'exemple de Prisha Mosley, qui est une jeune femme avec qui on a dialogué, qui a détransitionné, donc elle habite aux États-Unis. Et elle, quand elle parle de l'effet de la testostérone sur son corps, elle dit que pour elle, c'est comparable à une mutilation sexuelle, même si elle n'a pas fait l'opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Elle vit ça comme une mutilation sexuelle, l'effet de la testostérone sur son corps. Et il faut vraiment comprendre que un système hormonal sain, en fait, c'est très important. Les hormones, c'est une base biochimique, en fait, du corps qui nous constitue. On se rend peut-être pas compte parce que c'est des trucs, c'est tout petit, voilà, mais en fait, c'est votre équilibre. Et quand on vient toucher à ça, en fait, c'est très dangereux. Et les médecins savent pas vraiment ce qu'ils font. On a eu, par exemple, il y a quelques semaines, l'exemple de mails et de fichiers qui ont fuité de cette organisation, la WPATH, de médecins. Une des principales associations transgenres dans le monde, je crois. Voilà, qui édicte les normes de santé à l'international pour les personnes trans. Et il y avait des endocrinos, en fait, qui admettaient entre eux pas très bien savoir ce qu'ils faisaient avec les bloqueurs de puberté et les hormones. Donc, en fait, voilà, c'est grave. Et vous dites aussi, d'ailleurs, je crois, pour la testostérone, qu'il y a aussi un risque d'addiction qui est assez élevé. Ouais, on en parle aussi, mais alors ça, c'est donc... Il y a des femmes qui prennent de la testostérone qui parlent de ça, mais il y a aussi même des hommes qui, pour des raisons sportives, parlent de cet effet addictif. Il y a même un site internet là-dessus. C'est un vrai sujet, ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent dans les transitions, en fait, c'est que les personnes trans décrivent qu'à chaque fois qu'elles franchissent une nouvelle étape, donc la prise de testostérone, ou bien l'ablation des seins, ou bien encore plus, l'opération dite de réassignation sexuelle. En fait, à chaque fois, vous avez des phases d'euphorie. Donc, les femmes qui prennent de la testostérone, au début, sont cette euphorie, voilà. Et puis, en fait, l'euphorie finit par retomber, laisse place à une dépression latente. Et il faut toujours aller plus loin, en fait, pour retrouver cette euphorie. Sauf que la transition n'a pas vraiment de fin, puisqu'en fait, vous ne devenez jamais vraiment une personne du sexe opposé. Et donc, quand vous vous rendez compte de ça, c'est dramatique. Ça, vous l'abordez d'ailleurs dans votre livre quand vous interrogez deux personnes trans, Madeleine Le Paulès, je crois, et une personne qui s'appelle Alexandra. Intersexe, oui. Qui, elles, sont allées au bout, justement, de la chirurgie de la réassignation sexuelle. Mais qui du coup continue finalement à éprouver des troubles, un mal-être en fait. Oui, ça règle souvent pas le mal-être en fait. C'est le problème. Il y a aussi un certain nombre de suicides, même après les transitions. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs Alexandra, qui est donc cette personne intersexe née mâle, mais bon, XXY, donc un cas particulier, qui est née avec un
pénis non fonctionnel, un micro-pénis avec un urètre mal foutu, quoi, entre guillemets, et qui a donc plutôt décidé de transitionner vers le féminin, vers le fait d'être une femme, entre guillemets, à l'âge adulte. Et elle nous expliquait que y a un certain nombre de ses amis qui ont suivi ce même protocole, qui, une fois que la vaginoplastie a été faite, tout d'un coup, elles arrivent au bout du parcours et puis elles n'arrivent pas forcément à s'approprier aussi ce nouveau sexe, parce qu'en réalité, il faut aussi, c'est douloureux, et puis il faut tous les jours se rentrer une sorte de dildo, on va dire, pour que la plaie ne se referme pas. Parfois, il y a des problèmes d'odeur, c'est pas toujours extrêmement bien fait, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à faire face à ça, donc c'est pas toujours joyeux. Et puis en plus de ça, il y a un énorme tabou qui est que la plupart du temps, il n'y a pas de sensation. C'est-à-dire que ces gens, c'est le problème, c'est que les médecins leur vendent un truc un peu parfois miracle, notamment les médecins dans le privé, ceux qui font vite les opérations et qui font pas le protocole à l'ancienne, puisqu'il y avait un protocole à l'ancienne dans les hôpitaux français à travers une association qui s'appelait la SOFECT, qui était un protocole très long pour accompagner les personnes là-dedans, pour qu'elles soient préparées psychologiquement. Sauf que aujourd'hui, ça se fait vite, et puis on se retrouve avec des hommes qui ont donc une cavité où ils ne sentent rien, ou très peu. Et donc, il faut être prêt à devenir un peu asexuel, entre guillemets, ou avoir des relations où on ne sent rien, où c'est juste pour faire plaisir à l'autre. Bon. Et puis, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, une fois que Non, vous et avez... puis il y a une stérilité. Après, aujourd'hui, même apparemment, si c'est pas tout à fait légal, certains hôpitaux proposent de garder les gamètes quand même. En France, du coup. Oui, en France. On sait que dans certains hôpitaux, ça se fait, il me semble, Tenon. Même si ils n'ont pas, les personnes trans sont théoriquement pas accès aux FIV, etc. Ils peuvent congeler quand même. Et est-ce qu'on a une idée là aussi du nombre de chirurgies de réassignation qui sont pratiquées en France ces dernières années, ou de la tendance finalement de l'évolution? Est-ce que ça augmente? Comment ça se passe? On n'a pas vraiment de chiffres. Après, ce qu'on sait, c'est que quand même les femmes font moins de phalloplastie que les hommes ne font de vaginoplastie. Parce que donc la vaginoplastie, c'est un homme qui se fait retirer le pénis pour créer un néovagin à la place. Et les femmes, donc, ont créé je sais même pas quoi dire, un simili-phallus. Mais en fait, cette opération-là, pour les femmes, elle est beaucoup plus dramatique. C'est beaucoup plus une boucherie que pour les hommes, même si c'est aussi une boucherie, la phalloplastie, la vaginoplastie. Donc bon, les femmes font moins l'opération dite de réassignation sexuelle, mais on n'a pas vraiment de chiffres. C'est toujours plus facile d'enlever que de rajouter. Donc, il faut se mettre dans la tête que pour une femme qui voudrait avoir un pénis, il faut lui retirer un bout de peau dans une autre partie du corps. Donc, souvent, on lui retire presque toute la peau de l'avant-bras pour essayer d'en faire un boudin, littéralement, qu'on va essayer de remplir et puis qui ne pourra se lever pour essayer de donner l'impression d'une érection qu'avec une pompe. Donc bon, ça ne fonctionne pas cette histoire, clairement pas. C'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui vont jusqu'à là. Généralement, elles prennent juste de la testostérone, ce qui va faire qu'elles vont avoir un clitoris qui va s'hyper développer. Donc voilà, mais tout ça est très... c'est Frankenstein, quoi. Et vous évoquez aussi la prise en charge de ces chirurgies, parfois, partielle ou totale, par la sécurité sociale en France. Oui, effectivement. Alors, pour un homme qui veut devenir une femme, on a estimé que c'est à peu près 100 000 € en tout
au minimum s'il passe par le public. Ça inclut la vaginoplastie qui est prise en charge à hauteur de 27 000 € dans les hôpitaux publics. Et puis tout un tas d'autres chirurgies, se faire poser des seins, changer son visage. Donc il y a tout un tas d'opérations pour féminiser ou masculiniser d'ailleurs son visage. Il y a tout ce qui est ces histoires de cheveux, perruques, épilation intégrale. Et puis rendez-vous avec pas mal de médecins finalement, psychologues, psychiatres, endocrinologues, il y a toutes les anesthésies, il y a tout le traitement hormonal parce qu'une fois qu'on commence, on n'arrête pas non plus. Donc c'est toute la vie le traitement Oui, hormonal. pour maintenir l'allure désirée, c'est toute la vie, oui. Et pour une femme, c'est moins cher, c'est à peu près 40 000 €. Parce que souvent les transitions requièrent quand même moins d'opérations. Et donc ces chiffres-là, nous c'est une estimation qu'on a fait. On a contacté l'assurance maladie et puis la Cour des comptes pour essayer d'en savoir plus, et ça a été quand même très compliqué d'avoir des infos. Il y a une grosse omerta sur ce sujet. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dur de savoir exactement quelles sont les opérations comptabilisées dans transgenre ou transsexualité, parce qu'il y a certaines opérations, et ça c'est certains hôpitaux qui me l'ont dit, certains médecins que j'ai contactés, qui passent sur d'autres codes. C'est-à-dire qu'en fait, quand un chirurgien à l'hôpital fait une opération, il y a un code qui est lié à cette opération. Et par exemple, dans le cas des chirurgies des cordes vocales ou de chirurgie pour se faire mettre des seins, dans le cas de la chirurgie, je vais vous donner un exemple concret pour les seins, ça va peut-être passer sur le code pour le cancer. Donc c'est-à-dire que ça va être compliqué de comptabiliser quelles opérations se font vraiment dans le cadre du transsexualisme ou transgenrisme, sachant que les médecins font parfois passer ça sur d'autres codes pour que ce soit remboursé. Et d'ailleurs, à propos des médecins, vous donnez un exemple sur un autre sujet, je crois que c'était un hôpital lyonnais où une adolescente justement qui se pose des questions sur son identité est prise en charge par certains thérapeutes. Et en fait, sa mère, manifestement, est sceptique sur la transition de son enfant. Et je crois que vous dites qu'elle finit par être signalée aux services sociaux par un membre de l'hôpital, du fait qu'elle finalement refuse entre guillemets la transition de son enfant. Oui, on raconte l'histoire de cette la petite Capucine, qui donc a un profil qu'on retrouve beaucoup parmi les jeunes femmes qui veulent transitionner, qui a été victime d'inceste, qui a été diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique. Donc voilà, elle a tout le combo. Elle se déclare trans à sa mère, elle dit souffrir de dysphorie de genre. Sa mère, qui semble avoir les pieds sur terre, finalement se renseigne, l'emmène consulter dans une unité spécialisée en psychiatrie, en demandant au médecin de prendre en compte les comorbidités psy de sa fille, en demandant au médecin d'essayer de traiter le traumatisme. L'inceste, c'est pas rien. Elle amène les preuves, un certain nombre de documents médicaux concernant aussi le trouble du spectre autistique. Elle fait les choses bien. Les psychiatres insistent pour refiler de la testostérone à sa fille, en fait. La maman a aussi été accusée par le CMP de mégenrer sa fille, donc c'est-à-dire de ne pas parler d'elle au féminin, ne pas parler d'elle au masculin comme la petite voudrait, mais de continuer à parler d'elle au féminin. Donc en fait, c'est un peu la question qu'on soulève dans le livre aussi, c'est compliqué pour les parents de se retrouver comme... En fait, finalement, c'est une question de société qui émerge, sur laquelle il n'y a pas encore beaucoup d'informations en France. Et donc, quand vous avez un garçon ou une fille qui se déclare trans et que vous l'emmenez dans un service spécialisé, vous dites, en fait, argument d'autorité, je vais faire confiance aux médecins. Sauf qu'en France, on a énormément de services transaffirmatifs qui apparemment n'ont pas envie de tirer les leçons de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Et donc on se retrouve avec des parents qui sont démunis face à tout ça.
Puis aussi des parents qui vont taper associations trans sur Internet, qui vont trouver des associations qui sont pour la transition des adolescents et des enfants. Donc ces parents-là, disons qu'il faut une certaine force et puis une certaine compréhension de tout ce qui se passe pour que des parents puissent vraiment naviguer entre tout ça. Et les parents n'ont pas forcément le temps de lire assez, de se renseigner, n'ont peut-être pas non plus les ressources en eux pour démêler le vrai du faux. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des parents dans des situations très difficiles. Et en Suisse, c'est encore plus grave. Il y a vraiment des enfants qui ont été retirés de leur famille parce que les parents ne voulaient pas se conformer au traitement transaffirmatif, ils ne voulaient pas valider l'identité de genre de leur enfant. Et donc, des enfants ont été placés. Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait venir en France un jour? Oui. En tous les cas, il y a une loi qui est passée récemment, je ne sais plus si c'était en 2021-2022, pour interdire les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles. Bon, très bien, même si ça n'existe pas vraiment en France, mais voilà. Et donc, il y a un amendement qui a été rajouté, interdire les thérapies de conversion, je ne sais pas quoi, identité de genre. Et donc, quand vous regardez cette loi, elle prévoit qu'il pourrait y avoir des sanctions envers le personnel de santé ou bien les parents qui émettraient un doute quant à la transidentité de leur enfant. Donc en fait, dans la loi, c'est déjà inscrit. Après, on n'a pas encore eu vent de cas précis en France, mais oui, ça pourrait arriver. Et nous, ce qu'on dit, c'est évidemment, il faut entendre la souffrance de l'enfant. Et pour certains, c'est juste une mode, ça va durer 2-3 semaines ou 1 an max et ce sera terminé. D'autres sont dans une réelle souffrance. Dans tous les cas, en vrai, je pense que quand un enfant en vient à dire qu'il n'est pas né dans le bon corps, c'est un message qui doit être entendu, en fait. Mais en fait, bien traiter un enfant et prendre en compte sa souffrance, tout ça, ça ne veut pas dire oui à tout, en fait. Il faut arrêter de dire oui à tout ce que les enfants disent, en fait. Si demain, votre enfant vous dit, alors qu'il est blanc, en fait, je suis noir ou je suis un éléphant rose, est-ce que vous allez dire oui, mon chéri? Non, non, en fait, c'est pas ça, bien traiter un enfant. Donc, il faut entendre la souffrance, mais peut-être pas suivre son gamin jusqu'au bout du délire, quoi. Et en France, il y a des pédopsies comme le docteur Christian Flavini qui a écrit un livre sur ce sujet, Aider les enfants trans. Il y a Céline Masson et Caroline Eliachev qui ont écrit aussi La fabrique de l'enfant transgenre. Enfin voilà, on renvoie les parents vers ces livres. Et puis ça, oui, comme dit Marguerite, c'est un problème un peu plus large. C'est-à-dire qu'on est dans cette notion de parentalité positive, etc., avec toute une génération de parents qui ne savent pas mettre des limites à leur enfant, en fait, et qui sont dans une sorte de culture de l'enfant roi. Et ça finit par parfois aller vers là, en fait. D'autant que vous vous rappelez aussi dans le livre qu'il y a des personnes qui vont détransitionner, que ça peut concerner des jeunes adultes notamment, qui regrettent finalement les opérations qu'ils peuvent avoir faites. Oui, tout à fait. Après, on n'a pas vraiment encore de chiffres tout à fait officiels sur la détransition, pour la bonne raison que quand certains veulent détransitionner, ils vont pas toujours le dire à l'hôpital qui les a fait transitionner parce qu'ils sont déjà traumatisés. Si vous pensez que le médecin a fait une grave erreur et qu'il vous a embarqué dans un truc complètement délirant lorsque vous étiez dans une phase de vulnérabilité, vous êtes terrorisé par ce type de médecin, vous ne faites plus confiance à la médecine et donc vous n'allez pas forcément aller vous déclarer, vous allez plutôt essayer de trouver communauté sur Internet, ressources sur Internet, etc. Donc c'est pas toujours simple. Et puis quand ces personnes-là vont voir les cliniques de genre qui les ont fait transitionner, parce que quand même ils essayent de trouver des réponses médicales. En fait, comment ça se passe quand on arrête de prendre les hormones? Comment ça se passe quand on s'est fait une mammectomie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à son état précédent? Et certaines cliniques de genre, évidemment, vu que c'est quand même un business, n'ont pas tout à fait intérêt à
signaler ça sur leur site web ou autre. Donc c'est très très dur de calculer aujourd'hui le nombre de personnes détrans. Il y a des personnes qui sont véritablement en plus de ça détrans parce qu'elles ont pris des traitements hormonaux, chirurgie, etc. Mais il y en a d'autres qui sont des désisteurs, comme on dit. Donc c'est pas des détransitionneurs, c'est des gens qui ont juste fait la transition sociale. Donc ils sont rentrés dans cette idée qu'ils étaient du sexe opposé ou non-binaire, etc. pendant un temps. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, ils reculent et ils ne vont pas jusqu'aux hormones non plus. Il y a un certain nombre de gens qui témoignent de ça aujourd'hui. Donc c'est dur de savoir. Est-ce que d'ailleurs on a certains actes chirurgicaux sur des mineurs qui peuvent être faits en France ? En France, le seul acte chirurgical qui est autorisé sur les mineurs, c'est l'ablation des seins pour les jeunes filles à partir de 16 ans avec autorisation parentale. D'accord. Et dans les pays anglo-saxons, c'est à peu près la même chose ou ça peut... Oui, il me semble que dans les pays, enfin quoi qu'il arrive, j'ai jamais entendu de cas d'ablation des organes génitaux avant l'âge adulte. J'ai jamais entendu. Et ça, c'est pas des revendications qui peuvent être portées, par exemple, par certains transactivistes ? Pour l'instant, en France, en tous les cas, non, moi je vois pas ça. Mais ils militent quand même activement pour la prise de bloqueurs de puberté et le maintien de la mammectomie, voilà, qui constitue quand même déjà une dégradation sévère du corps. Alors vous évoquez l'aspect du lobbying aussi longuement dans votre livre, donc on a parlé tout à l'heure notamment de l'aspect média et enfin surtout politique. Vous dites aussi finalement que l'Union européenne exerce une véritable pression sur les États membres pour qu'ils mettent en œuvre des politiques transgenristes et qu'elle réprimande au contraire ceux qui résistent, et vous citez notamment la Hongrie et la Bulgarie. Oui, en fait, effectivement, le problème c'est que aujourd'hui, le Conseil de l'Europe est complètement acquis à cette cause, la Cour européenne des droits de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, la France se soumet aux demandes de l'Europe. Quand en 2016, la France fait passer cette loi qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il est tout à fait possible de garder son pénis ou de garder sa vulve et de se déclarer du sexe opposé et d'avoir les papiers, enfin voilà, d'avoir un état civil qui indique le sexe opposé malgré d'avoir gardé son anatomie. Ça, c'est la possibilité de changer de sexe à l'état civil. À l'état civil, c'est-à-dire qu'on peut être une femme à l'état civil et avoir un pénis, comme on peut être homme à l'état civil et avoir une vulve depuis 2016 en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, c'est l'Europe qui a sanctionné la France en leur disant que Pampan Cucu, vous vous comportez pas bien du tout. L'identité de genre, voilà, c'est un droit européen. Donc à partir de maintenant, il va falloir faire ça. Donc il y a eu beaucoup d'avancées comme ça. La France a toujours été un peu retardataire comparée à d'autres pays européens. Et l'Europe a toujours sanctionné la France parce qu'elle n'avançait pas assez vite sur ces questions d'identité de genre. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il est très très important de bien voter aux élections européennes. Et comment vous expliquez justement le fait que l'Union européenne soit favorable au transgenrisme, en tout cas milite on peut estimer qu'il y a un certain nombre de grands philanthropes américains qui sont très proches de l'Union européenne et qui financent tout un tas de revendications en Europe aujourd'hui, financent des énormes associations et donc par conséquent il y a une forme d'influence, d'entrisme. On sait par exemple que l'Europe, en fait, aux États-Unis, il y a un groupe d'hommes qui voulaient se dire femmes et qui voulaient avoir les papiers à l'état civil, qui, dans les années 90, se regroupent et créent les premières propositions de loi. Ils appellent ça The First Gender Bills. Et donc, on aurait pu penser que c'est une bande de 10 excentriques qui écrivent leurs trucs, leurs projets de loi sur l'identité de genre. On pourrait se dire que tout le monde s'en fout, sauf que pas vraiment. En réalité, ça va être pris très très au sérieux par l'Europe.
qui va en fait utiliser ces projets de loi et les faire rentrer dans des textes officiels. C'est ce qu'on appelle les principes de Jakarta. Je crois que je confonds toujours le nom de la ville, mais voilà, je crois que c'est Jakarta. Yogyakarta. Ouais, voilà. J'ai toujours du mal à le dire. Mais voilà, ces principes-là, qui aujourd'hui sont des principes fondateurs sur tout ce qui est question d'identité. Ce sont des principes fondateurs sur tout ce qui est identité de genre en Europe. Voilà, vient des États-Unis, de ce groupe de mecs un peu excentriques. Et un de ces mecs excentriques de ce groupe est Martin Rotblat. Martin Rotblat, anciennement Martin, qui a écrit From Transgender to Transhuman dans les années 90, qui est donc ce transgenriste, transhumaniste, qui a une idée très précise de où tout ça va nous mener. On évoquera peut-être cette dernière partie-là pour conclure. Pour rester sur l'aspect du lobby, ouais, des lobbying, vous avez aussi évoqué les universités tout à l'heure à travers les fameuses Gender Studies. Vous parlez aussi de l'aspect entreprise, notamment les multinationales. Donc plutôt des multinationales anglo-saxonnes là aussi, hein, même si leurs filiales en France peuvent peut-être aussi être impactées. Et vous soulignez l'influence de très gros fonds d'investissement américains, hein, donc, notamment BlackRock, Vanguard, State Street, dans la mise en place de ces politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, on va reprendre du début, qui est qu'il faut savoir que cette idéologie-là, elle est financée. Ça vient pas que d'un petit mouvement de lutte sociale, de personnes opprimées, etc. Ça se passe pas dans ce sens-là en réalité. Ce qui est pourtant finalement un petit peu le narratif. Le message. Ouais, voilà. Effectivement, il y a des personnes qui souffrent, etc. On ne dit pas le contraire, mais il y en a certains qui ont un certain nombre d'intérêts économiques à faire passer tout un tas de lois sur l'identité de genre, etc. Donc, il y a ce groupe de philanthropes qui s'appelle LGBT Funders. Ils ont un site, tout le monde peut aller voir. Et aujourd'hui, on sait que ce groupe de philanthropes a à peu près injecté 36 millions de dollars, je crois que c'était en 2021, pour faire avancer la notion d'identité de genre. Et chaque année, ils réinvestissent pour faire avancer les revendications transgenristes. Qui sont ces personnes, ces philanthropes qui versent de l'argent? Donc on a on a Monsieur Stryker qui est le petit-fils de la personne qui a créé le lit d'hôpital et qui a une des plus grandes corporations qui produit du matériel médical en tout genre. Et donc celui-ci réinjecte une partie de son argent dans l'Arcus Foundation qui va financer l'avancée des droits LGBT, mais il a une petite fixette sur cette notion d'identité de genre, et lui son truc ça va être de financer toute une nébuleuse d'associations, et c'est extrêmement bien organisé, c'est très très malin. Donc il y a une des assos qui va s'occuper de Transgender Law Center, qui va plutôt s'occuper de faire avancer les lois, faire entrer l'identité de genre dans les lois. Donc ils ont des gens des lobbyistes qui travaillent toute la journée à aller voir sénateurs, députés, etc. pour les convaincre. On va avoir une autre asso qui s'appelle GLAAD, qui est très très influente, elle va s'occuper de faire entrer la novlangue transgenriste dans les médias et qui travaille avec de Associated Press. Donc c'est pas rien, c'est des grosses institutions qui vient expliquer aux journalistes le langage adapté et qui va leur dire on dit plus transsexuel, c'est très très impoli, c'est irrespectueux, on dit transgenre, et puis surtout on ne demande absolument pas ce qui se passe en dessous de la culotte, on ne parle pas de la sexualité des personnes trans, tout ça c'est niette. Et cet asso travaille aussi avec Netflix, ça travaille avec à la fois le monde comment on peut dire, de l'entertainment et des médias, donc ils ont un contrôle là-dessus. Et puis en plus de ça, il y a d'autres assos qui sont encore financés, dont le but va être de faire rentrer un certain nombre de personnages politiques à des places clés. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Rachel Levine aux États-Unis, qui travaille au gouvernement Biden et qui est donc une personne qui a transitionné, un homme devenu femme, un pédiatre en plus de ça, qui vient nous expliquer que les bloqueurs de puberté c'est tip-top et qu'il faut faire transitionner les enfants qui se sentent pas bien dans leur sexe. Donc voilà,
ce monsieur Stryker finance tout ce type d'association-là. Et puis de l'autre côté, on en a un autre qui a une stratégie un tout petit peu différente. C'est monsieur Pritzker, héritier Hayat, d'une très grande famille. Les Pritzker sont très puissants aux États-Unis. Ils ont carrément des universités de médecine à leur propre nom. Ils sont très proches de la famille Obama. L'une des Pritzker était celle qui a fait des levées de fonds pour Obama. Obama qui est le premier politicien américain à avoir dit le mot transgenre à la télé, qui a commencé à faire un certain nombre de remboursements. Il est aussi le cousin d'un sénateur qui fait passer tout un tas de lois sur l'identité de genre. Et celui-ci finance particulièrement les hôpitaux, notamment les cliniques de genre pour faire transitionner les enfants. Donc il va injecter plusieurs millions. Et puis il va aussi injecter de l'argent dans les universités. Donc lui, son truc, c'est pas les assos, c'est plutôt les universités. Il va créer des chaires autour du thème du transgenrisme et de l'identité de genre ou identité sexuelle. Et en plus de ça, il y en a tout un tas d'autres, de grands philanthropes. Il y a Mackenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos, qui réinjecte plein d'argent là-dedans. Il y a le petit-fils de Warren Buffett. Il y a les héritiers Disney. On est vraiment dans la crème de la crème des plus riches du monde qui adhèrent à cette idéologie. Et on peut se demander s'ils n'ont pas des intérêts financiers. Il y a aussi un certain nombre de labos, le labo Gilead, le labo AbbVie, qui produisent un certain nombre de médicaments pour les transitions, qui injectent de l'argent dans les assos transgenres parce qu'ils ne peuvent pas faire la promotion immédiatement du médicament. On n'a pas le droit de faire ça, c'est généralement interdit, donc qui contournent l'affaire. Et on se rend compte que le marché de la transition hormonale, parce que finalement c'est ça qui est le plus important, plus que les chirurgies, c'est de convaincre les gens au moins de transitionner au niveau hormonal. Ça représenterait, selon certains bureaux d'études, 1,6 milliard sur le marché américain et je ne me rappelle plus exactement le pourcentage de hausse, mais on s'attend à ce qu'avant 2030, il y ait une grosse hausse. Donc voilà quoi. Oui, donc finalement, un gros marché aussi économique lié au transgenrisme qui peut expliquer pourquoi certaines entreprises décident finalement de financer des associations. Ah oui, exactement. Et pour revenir aux entreprises. Donc, une de ces assos dans cette nébuleuse s'appelle The Human Rights Campaign. The Human Rights Campaign, c'est une très très grosse association qui a un très joli nom, on a l'impression qu'elle est totalement inoffensive, chose qu'elle n'est pas. Et elle a fait quelque chose de très malin, c'est qu'elle a créé un index de l'inclusivité des entreprises. Donc chaque année, elle va te dire quelle entreprise est la plus cool, la plus inclusive. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? C'est-à-dire que ces entreprises-là, pour être bien notées dans cet indice, doivent par exemple proposer à leurs employés des mutuelles qui vont leur rembourser totalement la transition. Ou bien il va falloir avoir un certain nombre de personnes trans, non-binaires, qui vont être dans les publicités. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Budweiser qui nous fait une pub avec Dylan Mulvaney qui est donc cet influenceur, ce jeune garçon qui aujourd'hui est devenu une femme, qui a fait la pub pour cette bière, lorsqu'on s'imagine bien que c'est pas tout à fait le public de Budweiser, qui s'est pris un énorme tollé. Ils ont perdu des milliards avec cette pub. Ça a été la même chose pour Target aux États-Unis, cette grosse chaîne de supermarchés qui a fait une collection de vêtements pro-transgenrisme. Ils se sont cassés la gueule, la bourse, ça s'est même cassé la gueule au niveau de la bourse. Mais ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es bien noté, ça a un impact sur à quel point tes investisseurs vont bien te considérer. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fonds d'investissement font très attention à cette notation et donc par conséquent, parfois ça vaut le coup de perdre un peu d'argent, même si le public n'est pas du tout content, parce que finalement, dans certains fonds d'investissement, eux-mêmes, ils requièrent ce genre d'action, parce que certaines personnes dans ces fonds d'investissement estiment que c'est la bonne chose à faire, la chose éthique, le progressisme absolu, et donc ils vont plutôt aller dans leur sens et puis leur redonner de l'investissement derrière, ce qui va combler les pertes. Donc l'un dans l'autre, autant faire ça.
Est-ce que vous dites que ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance, qui ont été promus notamment par des gros fonds géants américains, BlackRock, Vanguard, cette suite, on en parlait tout à l'heure. Oui, en fait c'est le problème, c'est-à-dire qu'ils font un package, donc c'est bien, enfin respecter la planète, ne pas être raciste et tout ça, et identité de genre dans le paquet. Donc en fait, en soi, édicter des sortes de normes comme ça peut être bien, on ne dit pas le contraire. Sauf que quand c'est un package un peu étrange, parce que environnement et transgenrisme, je ne sais pas moi, mais il faut peut-être réfléchir. Et pourquoi ces fonds d'investissement, finalement, épousent-ils la cause du transgenrisme selon vous? Quel est leur intérêt à eux de faire ça? Alors, je pense qu'il y a une partie qui est purement idéologique, parce que certains y croient tout simplement et sont convaincus que c'est le progressisme. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui tombent là-dedans. Mais je n'ai pas été regarder en détail où ces fonds d'investissement investissent. Mais on se doute bien qu'ils investissent aussi dans d'autres pans, notamment l'industrie pharma, etc. Donc peut-être que l'un répond à l'autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose de circulaire pour eux. Et donc peut-être qu'ils se rendent bien compte qu'en faisant la promotion de ça, l'argent revient par un autre... par une autre entreprise. Je n'en sais rien, mais c'est quand même curieux que des gens qui font si attention à leur argent, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais... Alors, dans la dernière partie de votre livre, vous vous intéressez aussi à la vision du monde que propose le mouvement transgenre et à ses enjeux pour la société. Vous évoquez notamment un projet politique qui s'inscrirait dans le cadre d'un projet transhumaniste plus global selon vous, dont l'effacement du sexe ne serait qu'une première étape. Quels sont les liens entre transgenrisme et transhumanisme et en quoi le transgenrisme peut-il être une première étape justement du courant transhumaniste? Alors, c'est pas nous qui le disons, on ne fait que rapporter les propos d'autres personnes, notamment de personnes transgenres elles-mêmes, dont je parlais un peu plus tôt, Martine Rothblatt, qui est donc cet homme qui est devenu une femme, qui est un entrepreneur à succès aux États-Unis. Il a créé des radios satellites, il a créé plusieurs boîtes pharma à succès, il a créé donc ses premières lois sur l'identité de genre, parce que c'est un ancien avocat. Et ce mec-là, dans les années 90, écrit un livre tout à fait visionnaire d'ailleurs. S'il y a un mec à lire pour moi dans l'univers transgenre, c'est bien ce gars-là. Il écrit un livre, From Transgender to Transhuman. Et donc, il nous explique dans ce livre que la première étape pour aller vers le transhumanisme, c'est finalement de convaincre la population que le corps est modulable. Il appelle ça le fléchisme. C'est-à-dire qu'on est dans une époque de fléchisme, c'est-à-dire de chérisme, on pourrait dire en français. Et que finalement la chair est modulable, qu'il faut aller vers une époque de freedom of form, donc la liberté de la forme. Il finance carrément une association qui a ce titre-là. Et le jour où finalement on se rendra compte que le sexe, on s'en fout, que le sexe n'est que l'esprit finalement, que c'est l'esprit qui doit avoir le pas sur la biologie, et qu'on peut changer de sexe comme de chemise, eh bien, ce sera peut-être possible de convaincre les gens que finalement, vu qu'il n'y a que l'esprit qui compte, ils peuvent aussi héberger leur esprit dans un ordinateur. Chose qu'il est déjà en train de faire avec sa femme, parce qu'il a très très peur que sa femme décède, et donc voilà, on peut imaginer que c'est un grand romantique aussi, c'est comme ça qu'il le présente. Et donc il a créé un robot pour sa femme, Bina 48. Il est en train de télécharger l'esprit de sa femme dans ce robot. Donc on peut imaginer que c'est un personnage un peu excentrique comme ça, sauf qu'il a eu une influence majeure sur le transgenrisme. Tout ce qu'il décrit dans les années 90, en fait, se passe très tranquillement aujourd'hui. Je veux dire, c'est à se demander si tout ça ne sort pas principalement de son esprit à lui. Et puis il a les fonds, les moyens, et puis il a les ressources intellectuelles pour imposer ça aussi à tout le monde. C'est pas le seul à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de transhumanistes convaincus, ou des gens qui alertent sur le transhumanisme, comme Yuval Noah qui a écrit Homo sapiens, je crois que c'est ça son livre Sapiens, et d'autres livres sur Donc il y a un historien qui intervient d'ailleurs assez régulièrement au Forum économique de Davos par exemple. Exactement, qui explique
tranquillement aussi dans une interview du New York Times que oui, s'il y a autant de tensions autour du sujet transgenriste, c'est parce que les gens savent dans le fond qu'ils ont bien le feeling que c'est la première étape du transhumanisme. Et donc lui, il le dit, c'est ce qu'il pense. Et puis si on va au-delà même de tout cela, on voit bien qu'il y a une avancée scientifique qui essaye, il y a des créations d'utérus artificiels. Alors aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait au point, sauf pour certains animaux, on arrive déjà je crois que c'est des pauvres petites biquettes qui arrivent à naître d'utérus artificiels. Il y a ces histoires de greffe d'utérus qui se font déjà sur des femmes. Et donc, il y aurait des tentatives aussi il y a des scientifiques qui aimeraient essayer de greffer des utérus sur des hommes. Et puis, il y a aussi tout ce qui est découpage génétique. On a des prix Nobel qui ont gagné des prix il n'y a pas si longtemps avec le découpage. Et certains scientifiques se sont amusés à découper certains gènes sur des animaux et ont montré qu'on peut effectivement, par exemple, dans le futur, il serait possible d'être entre guillemets trans sans se faire d'injection de testostérone ou d'œstrogène, tout ça parce qu'on aurait modifié en fait certains gènes qui codent effectivement la testostérone ou les œstrogènes. Et c'est pas si loin en fait, techniquement on n'est pas si loin de tout ça. Donc effectivement on peut tout à fait légitimement s'en inquiéter. Vous partagez aussi ce lien finalement entre transgenrisme et transhumanisme, vous pensez qu'il y a une filiation un peu entre les deux? Le livre, on l'a écrit ensemble, donc oui, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Après, de toute façon, je sais pas comment dire, c'est un choix en fait. Vous avez le droit de penser que le transhumanisme c'est une bonne chose, vous avez le droit de considérer que c'est une mauvaise chose. Au final, ce qui arrive en fait, une fois qu'on a constaté qu'il y a ces avancées technologiques qui sont indéniables, ce qui arrive, c'est la réflexion que vous vous faites là-dessus en fait. Est-ce que c'est souhaitable pour l'avenir de l'humanité ou pas en fait? Est-ce que c'est souhaitable d'effacer ce socle très très important qu'est la sexuation ou pas en fait? On peut considérer que en fait je pense que c'est une question de limite. Je pense qu'il y a certaines personnes qui rêvent du fait qu'on puisse abolir toute limite en fait et être dans une forme de liberté absolue, même si je pense que en vrai, c'est illusoire. Et il y a d'autres personnes comme nous qui vont être un peu conservatrices. Et c'est vrai que nous, à travers ce sujet, en fait, à travers le sujet trans, on s'est découvert finalement peut-être un peu féministe conservatrice. Conservatrice dans le sens où on pense que peut-être que la vie, la sexuation, l'être humain dans son état intouché est pas si mal que ça. Peut-être que les limites, il faut les accepter parce qu'elles sont aussi structurantes en fait, qu'elles nous relient à des racines, qu'elles nous permettent d'être ancrées en fait. Et nous, c'est ce qu'on pense en tous les cas. Et puis ce qu'on pense aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait du mystère, qu'est-ce qu'on fait de l'émerveillement quand en fait on devient soi-même le Dieu créateur et qu'on décide de tout, jusqu'à décider de modifier sa sexuation, jusqu'à décider de transformer l'être humain selon une image, une projection mentale qu'on imagine absolument parfaite. Est-ce que dans ce cas-là, à partir du moment où on fait ça, est-ce que la part de mystère, d'émerveillement, la part d'inconnu en fait ne disparaît pas un peu? Est-ce que parfois on dit que la nature est bien faite en fait et que est-ce qu'on pourrait pas laisser les choses se faire sans vouloir absolument tout maîtriser, absolument tout contrôler en fait? Est-ce que c'est pas une forme d'hubris, d'ego mal placé en fait, de se dire en fait non, je suis finalement l'homme est le Dieu créateur, parce que c'est un espèce d'ultime déplacement de la figure de Dieu en fait, ce que propose le transhumanisme en fait. Est-ce que est-ce que c'est pas un ego déplacé? Est-ce qu'il faut pas en tant qu'être humain savoir un petit peu rester à sa place, respecter, apprécier déjà ce que la nature nous donne? Et ce qu'on voit aussi avec Dora, c'est cette immense contradiction en fait, avec ces partis qui se disent écolo, anticapitalistes, et qui d'un autre côté en fait font la promotion du transgenrisme. Nous on considère que la nature, que l'être humain fait partie de la nature,
que l'être humain a aussi une nature intérieure, un écosystème intérieur, et que c'est peut-être pas une démarche très écolo en fait, que de vouloir complètement bouleverser cet écosystème à la fois intérieur et celui qui nous entoure, quoi. Pour conclure, est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel vous aimeriez insister, un point qui serait peut-être plus important à faire passer à nos auditeurs pour vous? Moi, ce que j'ai envie de dire à chaque fois, c'est j'ai envie de dire aux gens, informez-vous. À la fois aux gens qui sont pas d'accord avec nous viscéralement, tout ça. Enfin, moi, je vois parfois des réactions un peu primaires de certaines personnes qui, je sais pas, par exemple sur le sujet des bloqueurs de puberté, de gens, je veux dire, qui vont manifester le samedi en disant voilà, attention, pas de thérapie de conversion pour les enfants, protéger les enfants et tout, en faisant la promotion des bloqueurs de puberté. Je trouve ça dramatique, j'ai envie de dire. Et quand vous rentrez dans des débats un peu sur Twitter, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle. Donc en fait, j'ai envie de leur dire, informez-vous. Et même aux gens qui sont d'accord avec nous, finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord un peu instinctivement avec nous, qui sentent dans leur fort intérieur qu'il y a quelque chose qui se trame, qui n'est pas normal. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens ne prennent pas conscience en fait de l'ampleur du truc. Enfin, comme Dora vient de l'expliquer, en fait, il y a des financements derrière. On parle d'un projet politique qui touchera majoritairement les femmes et les enfants, mais pas uniquement en fait. On parle d'un bouleversement civilisationnel, donc ça touchera tout le monde. Et en fait, pour pouvoir combattre ça, s'y opposer, il faut d'abord le comprendre, donc ça passe par le fait de s'informer, pour pouvoir ensuite, à son tour, prendre la parole. En fait, c'est ce qu'on demande aux gens aussi un peu. Enfin, c'est un peu ce pourquoi on a écrit ce livre aussi. C'est en fait, voilà les informations. On vous donne des arguments, on vous donne une documentation. Maintenant, il va falloir que de plus en plus de gens s'en saisissent parce que sans ça, on ne fera pas reculer le truc en fait. Donc c'est un peu à chacun aussi de jouer son rôle. Enfin, moi, j'appelle vraiment les gens à ça, quoi. Jouez votre rôle. Moi, j'ajouterais aussi que c'est aussi un énorme sujet de liberté d'expression. Oui. Si on est là, c'est en particulier aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on a très vite senti que c'était un sujet où il y avait une omerta, où il fallait vraiment pas ouvrir sa gueule et qu'il y avait un gros risque à ouvrir sa gueule. Et ça, on ne doit pas le tolérer. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord peut-être avec tout ce qu'on dit, c'est pas normal qu'on ne puisse pas le dire. C'est pas normal que pour dire ce qu'on dit, qu'on ait besoin de 15 quarts de CRS devant une université en France. Ça, c'est pas tolérable du tout. Et je pense que les gens doivent s'insurger contre ça aussi, s'ils ne sont pas forcément d'accord avec tout le reste, parce que si on arrive dans une époque aussi difficile au niveau de la liberté d'expression, il y aura bien d'autres sujets qui vont subir la même censure. Et je pense qu'on doit tous dire non à ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous.